Les responsables des partis politiques de l'opposition étaient hier à Koulouba où ils ont eu des échanges avec le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Des échanges qui ont porté sur la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola, mais pour parler d'Alger et d'autres sujets intéressants à la vie de la nation. Nous vous rendons des pourparlers d'Alger avec le gouvernement et les groupes armés réunis depuis hier. Il s'agira cette fois d'organiser des discussions autour du document de synthèse proposé par la médiation. Sport football, après la qualification au bout du suspense des Aigles à la CAN 2015, Henri Kasperzak était face à la presse ce matin pour tirer le bilan des éliminatoires et faire des mises au point. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur le RTM. Bonsoir et bienvenue à l'information. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement l'attaque terroriste et criminelle perpétrée le mercredi 19 novembre 2014 dans la localité de Bani Bangou ayant causé un mort dans les rangs des forces de défense nigériennes et plusieurs autres blessés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement du Mali adresse ses condoléances les plus attristées au gouvernement frère du Niger. Il formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement du Mali soutient la République sœur du Niger dans ses efforts inlassables pour appuyer le processus de dialogue intermalien et assurer la paix et la sécurité dans la bande sahélo-sahélienne. Le gouvernement du Mali réaffirme sa détermination à ne jamais céder à l'intimidation et à la violence et reste déterminé à œuvrer avec ses partenaires dans la recherche de la paix dans notre pays et au Sahel. Il salue leur accompagnement dans la conduite des pourparlers en cours à Alger devant aboutir à un accord de paix définitif. Le gouvernement du Mali renouvelle son engagement avec l'appui de la communauté internationale à poursuivre vigoureusement la lutte contre le terrorisme et le crime organisé sur l'ensemble du territoire national et dans l'espace sahélo-saharien. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé cet après-midi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État prend part à la cérémonie d'investiture du président de la transition, Michel Kafando. Le chef de l'État livre ses premières impressions ici au micro de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mohamed Diarra et Adama Kamara. Je veux remercier le peuple du Faso. Je veux remercier mon frère Michel Kafando, que je connais effectivement comme vous le dites. Et il est impensable que je ne me souvienne pas assister à son entrée en fonction. Remercier également le lieutenant-colonel Edaga Bazida pour la fraternité vive et l'accueil chaleureux qui vient de me réserver à mon arrivée à Orléans. Tout cela est de bons présages pour le Burkina, non seulement pour le Burkina, mais pour la sous-région, l'Afrique et le monde. Ce qui s'est passé ici se passe désormais des commentaires et sera dans les annales. Je viens donc dire la fraternité du peuple malien, la vive fraternité du peuple malien à l'endroit de son peuple frère de Burkina Faso. Et souhaiter aussi bien à mon ami Michel qu'au colonel Zida le meilleur pour le Burkina, pour notre sous-région, pour notre CEDEAO et pour l'Afrique. Donc, vive le Burkina, vive le Mali, vive la coopération amicale, fraternelle, solidaire entre nos deux peuples. Activité présidentielle toujours cette fois-ci à Bamako. Le chef de l'État a eu hier après-midi des échanges avec les partis politiques de l'opposition. Au cours de cette rencontre, la situation de la maladie à virus Ebola au Mali, les pourparlers d'Alger et d'autres sujets intéressants à la vie de la nation ont été abordés. Amadou Sankaré. Cette rencontre entre le président de la République et les partis politiques de l'opposition a très vite pris l'allure d'une séance d'interpellation du chef de l'État sur certains sujets d'intérêt national. D'abord, sur la question de la maladie à virus Ebola, certains membres de l'opposition souhaitent que des mesures soient prises au niveau de la frontière guinéenne. Nous, Maliens, on devrait considérer du point de vue sanitaire que pour les Maliens en Guinée, nous on avait proposé qu'il y ait une fermeture temporaire. Comprenez-moi, pour éviter qu'il y ait un troisième cas, un quatrième cas qui ne vienne de la Guinée, pour qu'on puisse mieux contrôler ce qui vient de là-bas et que les postes de contrôle soient un petit peu en dehors du village, je ne sais pas où il est,
pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Il est en dehors du village. Bon, j'espère, mais il n'a pas été efficace. À chaque fois, les gens sont passés quand même tranquillement. Où les dispositifs n'existaient pas, où il va falloir en tout cas les renforcer pour qu'ils soient meilleurs. Ce qui concerne la frontière, ce n'est pas par mimétisme, hein, c'est ma conviction profonde. Et surtout, quand l'OMS nous dit que ce n'est pas d'efficacité certaine avérée. Dès lors, je crois qu'il n'est pas bon de traumatiser des relations fraternelles avec un pays. Et je pense également que l'on peut, jusqu'à preuve du contraire, faire confiance aux mesures qui ont été prises et aux hommes et aux femmes qui sont en charge de les appliquer. Et nous améliorerons au fur et à mesure. Nous sommes pour eux à toutes les critiques. Et Dieu sait qu'on en a eu. Et je peux te dire fraternellement que l'équipe du CDC et le NIH ne sont pas complaisants. Le professeur Sow est très efficace, très diligent. Il prend beaucoup de risques. Au cours de ce face-à-face, les partis politiques de l'opposition n'ont pas passé sous silence les résultats issus de la mission du FMI au Mali et également de l'audit réalisé par le vérificateur général sur la gestion des finances publiques. Il y a un certain nombre de questions, Monsieur le Président, qui minent aujourd'hui la confiance dont nous avons besoin en notre pays. Je crois qu'il est indispensable, il est souhaitable que vous puissiez éclairer d'abord les dirigeants politiques qui sont ici, mais au-delà l'opinion nationale. Il est souhaitable, Monsieur le Président, que vous preniez la parole pour parler de ces questions-là. Pour quelles raisons un fonds de garantie a été déposé auprès d'une banque de la place pour couvrir les activités de la société Biostar? Il serait bon que concernant le deuxième avion présidentiel, vous puissiez nous dire combien exactement cet avion a coûté. Parce que comme vous le savez, le rapport du vérificateur général avance un chiffre qui est absolument surprenant. Je ne suis pas à la barre ici aujourd'hui, en face de vous, mon frère, pour en connaître. Et je ne le ferai pas. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette histoire d'avion. J'ai le droit, j'ai le devoir, chef de l'État, ainsi averti de faire autrement, j'ai fait autrement. J'ai loué des aéronefs. Cela s'est avéré onéreux. Et le gouvernement m'a dit, Monsieur le Président, il serait plutôt souhaitable que nous en fassions l'acquisition. Notre réponse aujourd'hui de n'avoir pas fait d'appel d'offres. J'aimerais bien être informé de cas d'appel d'offres en matière d'avion de commandement, si c'est le cas. J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir. Je ne sais pas beaucoup de pays qui auraient allègrement ordonné ces audits, qui n'ont souffert d'aucune objection, d'aucun blocage. Aucun. La situation au nord de notre pays, avec en ligne de mire les pourparlers d'AG, a été largement évoquée. Le document est élaboré sur une base qui n'est pas juste. C'est que tout se passe comme si toutes les populations des régions du Nord s'expriment à travers les mouvements armés pour dénoncer une marginalisation, une stigmatisation, un retard de développement. Ce qui est inexact. Les mouvements armés, c'est une partie infime d'une sous-partie de la population du Nord. Donc il n'est pas exact de faire cette affirmation en préambule et qu'à partir de cela, faire des propositions. Les propositions ne peuvent être que mauvaises. Alger n'a de sens qu'autant que nous soyons, nous, là, le Mali, que nous soyons en rang serré, en compréhension commune des mêmes thèmes. C'est cela qui m'importe moi. Pourquoi ce n'est pas un exercice factice auquel je me livre avec vous ici aujourd'hui? Et j'ai intérêt à le référer, je dis je le référer. Ce que nos éléments vont nous rapporter d'Alger, nous en connaîtrons. Et nous opposerons collectivement notre schéma national.
Enfin, le chef de l'État a salué ses interlocuteurs pour avoir apporté certains éléments de réflexion par rapport au sujet abordé lors de cette rencontre. Voilà, nous vous proposerons l'intégralité de cette rencontre du chef de l'État avec les partis politiques de l'opposition juste après ce journal. Le gouvernement et les groupes armés du Nord sont à nouveau réunis à Alger pour un nouveau round des pourparlers inclusifs. La séance inaugurale a eu lieu hier en présence de l'ensemble des partis concernés. Cette fois-ci, il s'agira d'organiser des discussions autour du document de synthèse proposé par la médiation et intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». Envoyé spéciaux à Alger, Idrissa Traoré et à Konaté. Il est important qu'à ce stade particulier de discussion, qu'on revoie les positions antérieures, qu'on les ajuste, qu'on les écorne quelque peu, parce que parfois il faut se faire violence et corner les positions antérieures pour pouvoir aller vers quelque chose qui est acceptable pour l'ensemble des partis, acceptable pour le peuple malien, pour le bien du peuple malien, pour la communauté internationale. Au pourparlers inclusif intermalien à Alger, les séances inaugurales se suivent et se ressemblent dans les moindres détails. 1h30 pour camper le décor, temps au cours duquel représentants des organisations internationales et des pays membres de l'équipe de médiation se succèdent au micro pour rappeler aux Maliens la nécessité d'aller vers une solution négociée aux problèmes qui les opposent. C'est la 4e rencontre du processus d'Alger, celle qui va engager les discussions sur le document de synthèse proposé le mois dernier par la médiation et intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». Un moment crucial pour de nombreux partenaires car selon eux, c'est l'heure des concessions qui a sonné. Avec d'un côté le gouvernement qui arrive à Alger avec un mémorandum relevant ses préoccupations sur le document de synthèse de la médiation et enrichi par les contributions faites lors des séances de restitution et de l'autre des groupes armés belligérants qui insistent sur leur position sans oublier ceux dits favorables à Bamako qui arrivent aussi avec des propositions d'amendements enrichis auprès de leur base, les débats s'annoncent plutôt animés. Résumé des différentes positions. Le mémorandum a été déjà rendu public et a été partagé avec les Maliennes et les Maliens. Et dans le mémorandum, comme vous le savez, nous avons exprimé des préoccupations par rapport à un certain nombre de questions liées à la création d'une seconde chambre, à la proposition d'avoir des régions intégrées ou d'autres préoccupations liées aux quotas pour les représentations dans les communautés. Ce sont des questions sur lesquelles nous voudrions vraiment avoir des échanges francs et avec la médiation et avec les autres partis pour envisager ensemble d'autres solutions qui renforcent l'unité nationale et qui renforcent la cohésion des Maliens, mais qui aussi nous permettent d'aller très rapidement vers un accord. Le document qui a été remis par la médiation, nous avons amendé ce dossier avant de quitter Alger, que nous avons remis à la médiation. Et cette fois-ci, on était parti en profondeur, parce qu'on était dans les 3 régions. Ceci aussi, on fait des amendements que nous avons amenés avec nous, qui se seront remis à la médiation. Nous pensons que dans l'ensemble, nous avons beaucoup fait, parce que nous avons déjà accepté l'intégrité territoriale du Mali, nous avons accepté la forme laïque et la forme républicaine de l'État. Nous avons dit simplement que maintenant, pour s'asseoir dans la maison, il faut qu'il y ait des concessions. Et c'est dans ce sens que nous avons proposé une fédération, et une fédération qui ne met en rien en cause l'intégrité territoriale du Mali. Donc, encore une fois, nous pensons que c'est une chance pour la paix. Vous comptez remettre cette question sur la table? Et bien sûr que oui. C'est une négociation. Chaque partie vient avec ce qu'elle estime être dans le sens de ses intérêts. Pour nous, le plus important à ce stade, c'est de se concentrer sur le document « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali », qui est une base pour nous, pour les discussions. Et de notre point de vue, les discussions seront centrées sur ce document, qui est un document important, qui prend en charge des préoccupations importantes de toutes les parties. Et nous espérons que les discussions seront essentiellement centrées sur ce document. Du pain sur la planche de la médiation qui rappelle cependant que c'est aux Maliens de faire la paix. L'accord qui devra sortir du processus d'Alger ne sera pas un accord imposé, affirme-t-elle, en insistant cependant sur le facteur temps. Les parties maliennes ont chacune exprimé leur volonté d'aller dans ce sens, et ce, malgré les nombreuses réserves formulées par les mouvements belligérants.
Justement, le document de la médiation au pourparlers d'Alger a été restitué aux Maliens résidents et réfugiés en République du Niger, au ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord et à sa délégation. Ils ont signalé, ces Maliens, leurs préoccupations par rapport au contenu du dit document. Les Maliens du Niger, il faut le rappeler, ce sont environ 50 000 réfugiés et 800 000 résidents. Envoyé spécial à Niamey, Abouakar Traoré, Assata Ibrahim Maïga. C'est des conditions de vie très difficiles et des situations de violence qui nous ont mis sur le chemin de l'exode ou de l'exil. Réconciliation, sécurité, justice, développement, en un mot, paix. Voilà l'aspiration des Maliens partout où ils se trouvent. Nous raisonnons en malien, nous parlons en malien et nous pensons que le Mali, il est un et indivisible. Le Mali, je le considère comme le même père et la même mère. Cherchons la solution qui réconcilie le père, la mère, le fils et la fille, parce que c'est la même famille. Touchés par cette démarche des autorités de leur rendre compte sur ce qui se passe à Alger, les Maliens du Niger recommandent, entre autres. Le gouvernement du Mali est notre porte-parole. Nous nous conformons à cette décision, mais exigeons qu'elle soit équitable. La meilleure chose pour moi, c'est d'aller tout doucement pour trouver la main de ces hommes-là, leur esprit, leur confiance, déposer les armes. Cette initiative implique également tous les fils du pays au processus de paix et de réconciliation dont ils sont les principaux bénéficiaires. Ils ont souhaité que la paix revienne, mais pas n'importe quelle paix. Ils ont souhaité la réconciliation, mais pas une réconciliation qui se fait sur l'impunité et sur l'injustice. Mais dans tous les cas, ils ont appelé à l'urgence d'aller vers une sortie de crise, et c'est des messages qui disent que nous sommes suivis. Et ça, je crois que c'est important, et que tant que nous irons dans le bon sens, nous aurons derrière nous le peuple malien. Alors, top départ pour cette nouvelle phase des négociations qui aura pour finalité un préaccord de paix. Voilà, nous restons à Niamey avec le ministre Amadou Konaté qui a été reçu en audience par le Premier ministre nigérien Brigitte Rafini. Ils ont ensemble fait le point de l'évolution des pourparlers inclusifs d'Alger. Le Premier ministre nigérien s'est dit optimiste et confiant sur les décisions qui seront prises à Alger. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Le besoin de paix des Maliens est aussi celui des Nigériens, car ces deux peuples sont liés par l'histoire et la géographie. À chaque moment, partout où nous nous sommes retrouvés, les autorités nigériennes nous ont fait savoir que la crise que connaît le Mali aujourd'hui est une crise pas seulement malienne, c'est une crise nigérienne. Sa bonne solution est un gage de sécurité intérieure et de sécurité nationale pour le Niger. Comme les pieds des mêmes corps, il faut une coordination de mouvements pour avancer. Car, signale le Premier ministre nigérien, les deux pays ont d'autres ennemis communs à combattre. Nous savons que les questions de sécurité et de paix du Mali sont des questions qui relèvent aussi, qui touchent le Niger de très près. C'est pourquoi nous considérons que nous avons un destin commun avec le Mali et nous devons tous ensemble y travailler de manière à ce que nous puissions préserver la paix, nous puissions mettre nos populations à l'abri de tous ces conflits récurrents. Nous souhaitons que ces pourparlers justement puissent aboutir à des accords qui vont nous permettre de connaître une paix définitive, durable en tout cas. Moi j'ai beaucoup d'espoir pour que très prochainement on aboutisse justement à des accords de paix. Le vrai conflit que nous devons envisager, c'est celui qui est à entreprendre contre le sous-développement, contre la pauvreté, contre la misère. C'est ça le conflit qui vaut. Mais entre nous, entre populations, entre les différentes communautés, nous devons vivre en paix.
Nous partons à présent en Afrique centrale avec le conseil de base des Maliens du Gabon qui a organisé une grande marche de soutien au gouvernement. Une initiative qui vise à préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la paix sociale pendant les pourparlers intermaliens en cours à Alger. La colonne des marcheurs a été accueillie à la chancellerie du Mali à Libreville par le chargé d'affaires qui a salué cette initiative citoyenne des Maliens vivant au Gabon. Voilà donc le conseil de base des Maliens du Gabon qui a organisé cette marche, cette grande marche de soutien au gouvernement de la République du Mali. Une initiative qui vise donc à préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la paix sociale pendant les pourparlers d'Alger. Le bureau exécutif national de l'Union pour la République et la démocratie, nous revenons au Mali, URD a donc animé une conférence de presse pour donner sa position sur les questions brûlantes de l'heure dans notre pays, de la fièvre à virus Ebola, en passant par la réconciliation nationale, la sécurité jusqu'à la négociation avec les groupes armés. Daouda Sidiki Diarra. À la veille de son 3e congrès ordinaire, le bureau exécutif de l'URD donne sa position sur les principales questions d'intérêt national au cours de cette conférence de presse. Il s'agit de l'état des négociations entre le gouvernement et les groupes armés du Nord, la gestion de la fièvre à virus Ebola, la sécurité, la réconciliation nationale, entre autres. Nous avons constaté que tout nous est venu de la Guinée. Sans rentrer dans le détail de ce qui a été fait, de ce qui devait être fait, nous avons une proposition. Nous proposons que, puisque tout vient de la Guinée par Kourémalé, que le gouvernement accepte de fermer les frontières avec la Guinée pendant un mois. Pendant ce mois, il faut renforcer le dispositif. Il faut donner plus de moyens aux médecins, au personnel de santé, pour que nous circonscrivions la maladie le plus tôt possible. Pour Soumaïla Cissé, l'insécurité affecte dangereusement la paix sociale et annihile tout effort de développement. C'est pourquoi la restructuration des forces armées et de sécurité s'impose, a-t-il fait remarquer. Nous proposons que la restructuration des forces armées et de sécurité se fasse enfin. On en parle, on en discute, mais réellement, on passe le marché, ce que vous connaissez, sans que cela change quelque chose de façon fondamentale. Par contre, il y avait une promesse du président que nous l'encourageons à tenir. C'était la loi de programmation militaire. Je n'ai jamais pensé qu'on allait faire 15 mois à l'Assemblée sans que cette loi, ne serait-ce que le brouillon, nous arrive à l'Assemblée nationale. C'est l'une des priorités, c'est la priorité des priorités. Et je crois que ça aurait permis certainement d'avancer, de savoir quels sont les moyens dont on a besoin et de dégager des crédits financiers pour ce faire et de former les militaires en conséquence. Les parrains de l'URD se préoccupent fortement de la situation des réfugiés. Ils estiment que la paix est un préalable à leur retour. Des négociations avec les groupes armés, il en a été question au cours de cette conférence de presse. Les partis de la poignée des mains, tout en remerciant la médiation internationale, considèrent que le document produit comporte des faiblesses. Maintenant, vous me direz qu'est-ce que les groupes armés ont à voir tout ça. D'abord, il faut qu'ils s'inscrivent dans les collectivités. Que l'aspect national soit accepté et vu par eux comme par nous, puisque c'est la base même de la discussion. Et ensuite, dernière proposition, on fait une sorte de plan Marshall d'investissement massif en direction des régions les plus défavorisées, en particulier les régions du Nord. Quand si on suit un schéma comme ça, on a peut-être des chances de sortir de la crise. L'URD s'est dit inquiet de la détérioration progressive des relations entre l'État et ses partenaires sociaux. Et puis le contenu de ce communiqué avant de poursuivre ce journal, le gouvernement salue la décision responsable du comité syndical de l'ORTM de reporter l'organisation de la nuit Miss ORTM 2014. Cette décision qui résulte de 2 rencontres de travail entre le ministre en charge de la communication dans la soirée du jeudi 20 novembre et la matinée du vendredi 21 novembre démontre que le syndicat a pris la pleine mesure des arguments avancés par le gouvernement et qui concernent le contexte social actuel du Mali. À travers le ministère en charge de la communication, le gouvernement est disposé à accompagner le comité syndical de l'ORTM pour l'organisation de leur soirée dans les meilleures conditions. Le gouvernement invite l'ensemble des travailleurs et des citoyens à rester mobilisés en cette période cruciale pour la paix, la sécurité et la santé dans notre pays.
Ouverture à Tombouctou du Forum régional sur le développement économique, une initiative du Conseil régional présidé par le ministre des Industries et la promotion des investissements. Il s'agit pour les organisateurs de promouvoir pendant 3 jours les potentialités naturelles de la région et d'inciter les investisseurs privés à participer à son développement. Reportage de Yaya Tandina. La région de Tombouctou regorge d'énormes potentialités naturelles capables de booster le développement. C'est fort de ce constat que, sur instruction du Premier ministre, le Conseil régional a organisé ce forum sur le développement économique. Il s'agit pour nous de faire un état des lieux, présenter les potentialités de la région, les opportunités diverses, en vue d'annoncer des actions d'envergure dans le sens de la relance du développement économique à travers ce forum économique. Les autorités nationales ont salué l'initiative et ont encouragé les élus de la région. Aussi, s'engage à accompagner le Conseil régional de Tombouctou afin de relever le défi du développement. C'est une rencontre des partenaires avec les collectivités en particulier. Je trouve que ça va en droite ligne de ce que nous attendons des collectivités. Et j'espère que les partenaires écouteront le message que vous venez de livrer. Je ne doute pas un seul instant, mesdames et messieurs, que les résolutions qui seront issues de ce forum ouvriront une nouvelle voie pour le plein épanouissement de tout le septentrion régional et de la région de Tombouctou en particulier. Je voudrais à cet égard rassurer le Conseil régional de Tombouctou que toutes les préoccupations qui sont soulevées au cours de nos travaux seront examinées avec la diligence requise par les instances compétentes. Vous pouvez d'ores et déjà compter sur la disponibilité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et de l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement mondial. Près de 200 délégués venus de l'intérieur de la région et du pays ont préparé cette rencontre qui va durer 3 jours. La direction générale des postes s'engage dans la lutte contre Ebola. Hier après-midi, le ministre de la Communication a constaté les mesures d'hygiène prises et a assisté à une causerie débat organisée à cet effet. Reportage de Alpha Maïga. Aujourd'hui, le combat contre Ebola est général. Le service des postes s'engage. Les agents sont en contact permanent avec la clientèle. Et pour annoncer les couleurs de la lutte contre la maladie, la direction générale a réuni l'ensemble du personnel. Il y va de la sécurité, il y va de la vie de tout un chacun par rapport à cette maladie. Donc de façon individuelle, nous devrons donc nous engager. Et de façon collective aussi, nous devrons nous engager. Nous sommes, on va dire, une structure en contact avec le public. Je pense que si nous arrivons à faire en sorte que dans nos agences, dans nos bureaux de poste, que nous faisons observer des mesures d'hygiène par nos collaborateurs et par nos visiteurs, nous pensons que nous allons contribuer donc à freiner la diffusion de ces maladies. Pour le ministre de la Communication, Ebola est une réalité. Cependant, Ebola n'est pas une fatalité. Occasion saisie pour livrer aux travailleurs de la Poste le message du gouvernement de la République. C'est devenu une urgence nationale, une lutte nationale qui est conduite au plus haut niveau de l'État. Le président de la République s'est rendu à Kourémalé il y a quelques jours pour inspecter le dispositif. Notre option a été de limiter le nombre de passages à la frontière et de renforcer de manière rigoureuse, scrupuleuse les contrôles. Auparavant, plus d'une 50aine de minutes, le professeur Menta, spécialiste de maladies tropicales à l'hôpital du Pongé, a donné des informations viatiques sur la sale maladie. Une maladie qui, tout de même, a permis à un grand nombre de la population à changer de comportement, à savoir le lavage des mains au savon au moins 3 fois dans la journée. À Koulikoro, la mission d'entraînement de l'Union européenne et UTM s'engage dans la prévention contre la maladie à virus Ebola. Elle vient de doter le centre d'instruction Boubacar Sadassi d'un important dispositif de lavage de mains, de thermomètres thermiques et de tentes pour le contrôle de température. Les installations ont été présentées ce matin au commandant du centre et à son staff. Sidou Traoré.
La lutte contre la maladie à virus Ebola est un combat pour tous. Au centre d'instruction Boubacar Sarassi de Koulikro, la mission d'entraînement de l'Union européenne EUTEM est dans cette logique. Elle a installé à l'entrée du centre un important dispositif, une tente climatisée pour le contrôle de température et une autre pour les personnes à température dépassant les normes requises. C'est un dispositif de prévention. On veut s'assurer que les personnes qui rentrent dans le camp ne présentent pas une température supérieure à 38 degrés. S'ils sont contrôlés supérieurs à 38 degrés, à ce moment-là, ils sont pris en charge par un médecin et on veut savoir à quoi est due la température. Dans la plupart des cas, il s'agira de maladies normales comme la grippe ou la malaria ou la dengue. Nous avons un plan qui est prévu en cas d'apparition d'Ebola. Comme vous le savez, il y a eu des cas plus récents qui sont apparus à Bamako. Donc nous devons également prendre des mesures de prévention pour pouvoir continuer à travailler sereinement. Donc vous avez vu notre dispositif. Ce n'est pas, je le répète, un dispositif de lutte contre Ebola. C'est bien un dispositif de prévention contre Ebola avec un contrôle de température. Tout visiteur, travailleur ou militaire du centre d'instruction Boubacar Sarassi a désormais l'obligation de passer à un contrôle de température avant d'accéder aux installations. Des mesures idoines pour la prévention contre la maladie à virus Ebola. Nous ne pouvons pas aussi rester en marge de la sensibilisation ou de la communication au niveau gouvernemental pour se prémunir contre ce fléau. Plan Mali s'investit aussi dans la lutte contre la fièvre Ebola. À cet effet, il offre des matériels et des produits de prévention de la maladie au district sanitaire de Kangaba, Kita et Selengue. La remise a eu lieu à Kangaba. Reportage de Rachel Tessouké. Des gants stériles, des bavettes, des lunettes de protection, de l'eau de javel, des dispositifs de lave-mains, des bottes, ces matériels d'une valeur de 8 millions de francs CFA sont offerts par Plan Mali au district sanitaire de Kangaba, Kita et Selengue. Ces produits doivent servir à renforcer les dispositifs au niveau des cordons sanitaires et du personnel médical afin de briser la chaîne de contamination de la maladie à virus Ebola. Certaines de nos zones d'intervention font frontière avec la Guinée. En conséquence, ce n'est pas une surprise si Plan Mali est un membre actif dans la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola aux côtés d'autres partenaires et du gouvernement malien. L'humanité a rarement connu un tel fléau, mais ensemble, nous le vaincrons, Inch'Allah. Les agents de santé de Kangaba sont ravis de recevoir ces matériels. Ils promettent d'en faire bon usage. Ces matériels qui sont venus sont des matériels de prévention pour permettre de lutter contre la maladie à fièvre à virus Ebola. Nous comptons faire bon usage, surtout au niveau des cordons sanitaires. Je crois que ces matériels seront vraiment utilisés à bon escient pour d'abord la prévention de la population et même du personnel sanitaire. Plan Mali envisage de mettre en place un centre sous-régional de référence à Bamako contre Ebola pour assurer la prise en charge des cas suspects entre décembre 2014 et janvier 2015. Le coût de cette opération s'élève à plus de 400 millions de francs CFA. Voyons maintenant d'autres actions entreprises contre la propagation du virus Ebola à Bamako et à l'intérieur du pays. Des sujets rassemblés et commentés par Mohamed Ould Mamouni. Les mesures de prévention et les modes de transmission de la fièvre hémorragique à virus Ebola, la question était au centre des débats d'une conférence dédiée à la jeunesse ce mardi à Bamako. À travers cet espace, le ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne entend mettre les jeunes à contribution dans la sensibilisation contre la fièvre Ebola dans notre pays. La commission mobilisation sociale et communication du comité régional de gestion des épidémies a organisé une journée de plaidoyer. Cette initiative visait les opérateurs économiques de la région. Elle a pour objectif d'inciter ces derniers à s'engager dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Dans la région de Mopti, les actions de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola s'intensifient. La direction régionale de la santé de Mopti et le gouvernorat viennent d'organiser une réunion d'information et de sensibilisation. La rencontre a regroupé l'ensemble des couches socio-professionnelles. Elle a pour but d'intensifier la communication sur les mesures de prévention contre le virus Ebola.
Le centre d'animation pédagogique de Tombouctou s'engage à fond dans la lutte contre l'épidémie du virus Ebola. La structure a choisi les médersa et les écoles coraniques pour dispenser un cours spécial sur la maladie. La sensibilisation a également concerné les talibés pour toucher le maximum d'enfants qui apprennent à lire le Coran. Les autorités régionales et sanitaires de la région des Gao se mobilisent pour la prévention et la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le comité régional de lutte contre les épidémies et catastrophes de la 7e région vient de se réunir pour améliorer un plan proposé dans ce sens par la direction régionale de la santé des Gao. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Tounkara, a reçu cet après-midi en audience des représentants de la Banque africaine de développement BAD entre les différentes personnalités. Il a été question du bitumage de la route Zantieboukou-Kadjana à la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Cette route longue de 160 km est d'une grande importance économique. C'est la deuxième session d'évaluation de la BAD dans notre pays dans le domaine des infrastructures routières. La route passe par le cercle de Kolondieba dans la région de Sikasso. Après 2 mandats à la tête de la maison de la presse, Makan Kone et son équipe ont remis les clés au bureau entrant hier jeudi. La passation s'est déroulée en présence du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication dans les locaux de la maison de la presse. Abdul Karim Kaba. Cette modeste cérémonie marque la passation des clés de la maison de la presse entre le bureau sortant et le bureau entrant. Avant de souhaiter bonne prise de service à la nouvelle équipe, Makan Kone, président sortant, n'a pas manqué de réaffirmer son engagement et sa disponibilité à accompagner la nouvelle équipe. Je suis un homme très heureux aujourd'hui, d'abord pour tout ce que j'ai eu à faire ici à la maison de la presse avec mes collègues et tout, et puis d'avoir pu, alhamdoulilah, Dieu merci, passer les témoins, ce qui est important pour moi. La façon dont je passe les témoins, parce que j'ai toujours dit aux gens il y a 1 mois, 2 mois, une année, que mon souhait c'était que, après avoir quitté la maison de la presse, le lendemain que je puisse revenir, notre pays souffre. Et notre rôle est central pour qu'on puisse s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est un peu les journalistes qu'on veut, mais des journalistes citoyens qu'on doit avoir au Mali aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons élaborer un plan d'action qui va tenir compte de la situation actuelle. Et ce plan d'action sera élaboré dès la semaine prochaine avec l'équipe que je dirige. Le ministre de la Communication a salué la bonne tenue de l'élection qu'il qualifie d'exemplaire. Une nouvelle fois, on a démontré aux uns aux autres que l'on est capable de se réunir, de se rassembler, de faire des choix, de conduire une élection en toute transparence sans qu'il n'y ait de contestation. Ce que nous, pouvoir public, attendons de vous, c'est que vous puissiez nous accompagner dans notre politique de professionnalisation du secteur de la presse au Mali. La nouvelle équipe de pilotage de la maison de la presse est composée de 7 membres, dont une femme pour un mandat de 3 ans. Voilà, bon, on va donc au nouveau bureau de la maison de la presse. L'ONG Aide de l'Église norvégienne travaille depuis 30 ans au Mali dans le domaine de l'humanitaire. Les responsables de la structure et leurs partenaires ont magnifié ce 30e anniversaire à travers des témoignages et des projections sur les activités de l'aide de l'Église norvégienne dans les régions du nord du Mali. Reportage de Aldumatina. C'est suite à l'appel d'aide d'urgence des autorités maliennes à la communauté internationale lors de la sécheresse de 1984 que l'aide de l'église norvégienne AIN est intervenue. Cela fait 30 ans que l'AIN œuvre au Mali avec les populations pauvres à travers des programmes de développement, d'assistance humanitaire et de plaidoyer. Quoi de plus normal de se réjouir de cette date anniversaire? C'est un événement très important pour nous à l'aide de l'Église norvégienne, comme c'était pour marquer l'anniversaire de nos 30 ans ici au Mali. Nous travaillons pour la participation accrue des femmes à la vie publique. Intervenant dans les régions du nord du Mali, l'AIN reste engagée à poursuivre ses actions et participer à l'instauration d'une paix définitive. Nous allons aussi continuer le travail dans les années à venir, maintenant pour la gestion non violente des conflits, pour aussi, on l'espère, pouvoir appuyer et accompagner le processus de paix qui est en cours au niveau national. Vraiment une ONG tient à ses principes, ces principes d'équité, principes de justice. Et quand elle nous accompagne pendant les 30 ans, ce sont ces 2 éléments
qui ont été des facteurs déterminants dans notre partenariat. Présidé par le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ce 30e anniversaire a permis au public de regarder et d'apprécier plusieurs activités menées pendant ces 30 ans par l'aide de l'église norvégienne dans la région du nord du Mali. En 5e région, le PACT-GIZ accompagne la commune de Konna dans la mise en œuvre des actions prioritaires de son PDSEC. Le projet vient de doter de structures sanitaires de la commune en matériel médicaux et en logistique pour un coût global estimé à 22 500 000 francs CFA. Reportage de Jules Sambou-Sissoko. Le pacte GIZ répond favorablement à une sollicitation inscrite parmi les besoins prioritaires du PDSEC de la commune de Konna, à savoir la santé. Cette importante donation est composée de matériels médicaux, de médicaments, d'une pinasse et de 2 motos. Ils sont destinés au centre de santé de Konna et Konza. Coût global 22 millions de francs CFA. Nous avons répondu en fait à une priorité qui a été ressortie par les autorités communales de Konna. Maintenant, tout ce que nous le faisons en fait avec la Direction générale des collectivités territoriales et l'Association des municipalités du Mali, voilà, qui ont dit qu'il faut que les collectivités territoriales se mettent au devant de la scène quant à la résolution de la crise. Et nous savons tous ce que le pays a vécu et les événements qui sont passés à Konna. Au nom des populations bénéficiaires, le premier citoyen de la commune a salué le sens du geste et la diligence dont le partenaire a fait montre. Depuis le débat communal jusqu'à nos jours, où nous sommes, tout ce qu'ils ont dit, ils ont promis, ils l'ont fait. Ils ont été concrets. Je ne peux que remercier Pacte GIZ. Ce serait utilisé à bon escient. Et je vais suivre ça pas à pas. Merci au Pacte GIZ pour ces partenariats et aussi pour cette remise. Souhaitons que aussi ces partenariats-là vont continuer. La cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs composantes locales s'est déroulée à la Maison des Jeunes de Konna. Voir de près l'état des parcelles de démonstration des variétés de sorgho améliorées et hybrides, c'est la motivation à l'origine de la visite interpaysanne entreprise par les cadres de la CMDT, filiale sud de Sikasso, dans le secteur de Cléla. Le constat qui se dégage est satisfaisant. Ouestem Sikasso, reportage de Fatoumata Diallo. Il s'agissait pour les cadres de la CMDT, filiale sud de Sikasso, de vulgariser des variétés de sorgho améliorées et hybrides, notamment Fada, Girinkan et Soumalimba. Des variétés qui se caractérisent par leur cycle court, leur rendement de 3 tonnes 500 à 4 tonnes à l'hectare et leur adaptation à une pluviométrie de 800 à 1000 mm. Les premiers résultats de l'ARTEC qu'on nous a donnés, toutes ces variétés dépassent les 2 tonnes à l'hectare. Dans le protocole, il est dit que ces variétés peuvent atteindre 3 tonnes, voire même 4 tonnes. Donc ça, ce n'est pas du tout négligeable. Parce que si aujourd'hui, les gens sont en train de courir derrière le maïs, c'est à cause de son rendement. De la visite de parcelles de démonstration à la rencontre avec les producteurs, le maître mot a été l'espoir fondé par les paysans à ces différentes variétés. C'est des variétés que nous pouvons exploiter car elles sont rentables comparativement à la variété locale dont nous disposons. Mais le problème qui se pose reste la production sémencière. À cette épineuse question de la production sémencière, la CMDT se dit disposée à mener le bateau à bon port. Je rassure les producteurs qu'il n'y a pas de problème. Parce que nous travaillons en franche collaboration avec le CRISAT. Et au niveau du Kouchala, il y a des coopératives qui produisent la semence. Et même au niveau de Sikasso, à Farkala, il y a un groupement féminin qui est en train de produire la semence. Même au besoin, si les paysans de façon locale aimeraient produire la semence, le CRISAT est prêt à nous appuyer dans ce sens. Ce qui justifie d'ailleurs l'ambiance festive qui a régné à Corvédougou dans le secteur CMDT de Cléla. Remise de cahiers à message sur l'environnement aux écoles de Caille par l'ONG Agir en partenariat avec la Fondation Orange Mali. La cérémonie s'est déroulée lundi dernier en présence des autorités municipales et scolaires de Caille. Jafar Aïdara. Cette remise des cahiers à message sur l'environnement de l'ONG Agir aux écoles de Caille n'est pas fortuite car notre environnement est en train de se dégrader à cause de la pollution du mauvais comportement des uns et des autres. C'est pour combattre ces comportements que l'ONG Agir a décidé de mettre bénévolement son temps et son expertise au service de l'amélioration du cadre et de la qualité de la vie. Nous avouons, n'est-ce pas, que c'est un matériel précieux qui permet, n'est-ce pas, aux enfants d'être imprégnés de leur environnement. Et puisque, en tout cas, l'une des préoccupations de la mairie, c'est l'assainissement de l'environnement,
Et si notre travail trouve, n'est-ce pas, des enfants disponibles à partir, n'est-ce pas, de ce matériel, alors nous pouvons, n'est-ce pas, que nous réjouir de cette donation. Après la remise symbolique des cahiers en message à l'école de l'Égal Ségou A, la représentante de l'ONG Agir en compagnie de leur partenaire Orange Mali se sont rendus à Gabou-Gopela pour remettre un lot de cahiers en message à l'école Feu Foussénissi. Au niveau de nos écoles, l'environnement joue un rôle très important et dans le système éducatif, c'est même prévu dans le programme. Cette remise de cahiers en message sur l'environnement aux écoles permettra aux élèves d'informer et de sensibiliser la population pour un changement de comportement en matière de protection de l'environnement. La 4e édition du Festival africain d'images virtuelles artistiques Faïva a été lancée mardi dernier à la place de l'obélisque à Amdalaï ACI 2000. L'événement qui a pour thème cette année Art, Société et Dialogue interculturel vise à consolider la paix au Mali à travers les arts numériques virtuels. Causeries, débats, expositions et autres activités seront au cœur de ce rendez-vous auquel prennent part des formateurs venus du Bénin, du Sénégal et de la Tunisie. Reportage de Modibo Soirée. Ce festival itinérant qui traverse Bamako, Sikasso, Ségou et Mopti se veut un facteur de cohésion sociale. La manifestation contribue à travers sa série d'activités à accompagner le processus de paix et de réconciliation nationale enclenché dans notre pays. Après une dizaine de jours de résidence artistique, 19 plasticiennes ont travaillé sur des créations inédites au cours d'un atelier sur le thème de quoi rêvent les Africaines. Et le concept fédérateur, c'est plonge ton regard en moi, je te ressemble et tu me ressembles. Malgré nos différences, malgré tout, nos rêves se ressemblent. On a tous les mêmes rêves. Tous en rêve de paix, tous en rêve d'amour, de justice, de démocratie, de liberté. Les œuvres à travers cette installation ici à la place de l'obélisque sont inspirées du quotidien des créatrices de ce projet culturel qui magnifie l'art contemporain. Là, j'ai invité les artistes à travailler sur leur propre silhouette. Ils ont tracé leur silhouette sur le bois et l'ombre de la silhouette. Et sur ce support, ils ont travaillé, ils ont mis leurs rêves. Chacune d'entre elles se retrouve donc à travers une série de silhouettes conçues individuellement. Je parle un peu du cas des femmes stériles. Les gens se marient et après, soit ils divorcent, soit ils prennent d'autres femmes parce que la femme est stérile, on la méprise. Je trouve que c'est injuste. Ma vidéo parle de la libération de la femme. Sur la vidéo, vous verrez que les femmes viennent une à une pour libérer une autre. C'est pour dire qu'elles se sont battues pour avoir la liberté. En même temps, cette liberté qui est acquise ne doit pas être une source pour perdre nos valeurs culturelles. Je porte en moi et à travers moi le rêve de toutes celles qui ne sont pas présentes physiquement avec nous et qui ont fait leurs vœux au moment où je capte en fait leurs photos. Art, société et dialogue interculturel. C'est le thème central de ce projet qui célèbre la paix dans toutes ses composantes. Une initiative du réseau KIA et le Festival sur le Niger en collaboration avec le Centre Soleil d'Afrique. Une structure qui œuvre pour la valorisation des arts visuels contemporains et l'amélioration des conditions de vie et de travail des jeunes créateurs maliens. Sport football, les Aigles du Mali se sont qualifiés mercredi dernier pour la phase finale de la CAN Guinée équatoriale 2015. Pour tirer le bilan de la campagne, le sélectionneur national Henri Kasperzak était face à la presse ce matin au siège de la FEMAFOOT. Ce fut l'occasion pour le technicien franco-polonais de faire aussi des mises au point. C'est la gâteau ici. Le grand oral de Henri Kasperzak, le sélectionneur des Aigles du Mali, l'esprit libéré, entouré de son staff, franchit le portail de la salle de conférence tout heureux. Les Aigles se sont qualifiés pour la CAN Guinée équatoriale 2015. Henri Kasperzak, assurant une mission assignée par la Fédération malienne de football, qui revient sur le parcours des Aigles du Mali dans ces éliminatoires de la CAN. D'abord, on a une satisfaction par rapport au parcours qu'ils ont fait, même si c'est dans une situation difficile, surtout à la fin de cette compétition, mais l'objectif est atteint. On a travaillé avec beaucoup de solidarité. La phase finale, c'est du 17 janvier au 8 février 2015. Comment l'équipe va-t-elle se préparer?
après les tirages au sort le 3 décembre, on aura plus de renseignements dans quel groupe on se trouve, à quel moment, à quelle date on joue les premiers matchs de la compétition. Donc certainement, en fonction de là, on va essayer à faire une projection profonde en ce qui concerne les stages aussi, la reprise des stages, où on fait les stages. D'Alger à Addis Abeba, en passant par Blantyre, le technicien franco-polonais remercie la Fédération mondiale de football, les plus hautes autorités du pays et tous les acteurs pour leur accompagnement. Les relations entre le sélectionneur national et les journalistes ne sont pas souvent faciles. Henri Kasperzak, d'un ton ferme, n'a pas raté l'occasion de régler ses comptes avec certains confrères. Et puis c'est communiqué dans le cadre de la centralisation des résultats à l'occasion du second tour de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Yorosso, scrutin du 23 novembre 2014. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité convie donc en réunion le dimanche 23 novembre 2014 à 20h dans la salle de conférence du département les mandataires des candidats en lice. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Et puis après ce journal, vous pourrez donc suivre les messages de fin de campagne des deux candidats en lice pour le deuxième tour de l'élection législative partielle de Yorosso. Il s'agit des candidats de l'ADEMA PAIC et de l'URD. Et puis, un nouvel ouvrage dans nos librairies. L'identité de Soumaoro et Kanté de Soumaïla Soumaoro. La version exposée dans cet ouvrage valorise à juste titre la figure de Soumaoro Kanté, plus connu sous le nom de Soumanguru. L'auteur met en évidence les aspects du personnage jusque-là occultés par la chronique de ceux qui l'ont vaincu en 1235 à la célèbre bataille de Kirina. Prix de vente du livre 3000 francs CFA. Et ce livre est donc disponible à la librairie du Grand Hôtel de Bamako. L'identité de Soumaoro Kanté, nouvel ouvrage à lire à tout prix. Vous pourrez également suivre donc après ce journal les temps forts de la rencontre du président de la République avec les partis politiques de l'opposition. C'était donc hier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale et bonsoir.